Je Ouais. pense, hein, j'essaye, hein. Ah, Ah ben ça y est, ça a attends. Ah, démarré. ça y est, ça a démarré. Ouais, c'est bon. Bon, alors, nous sommes très désolés de ce petit retard et de ces problèmes de connexion. En tout cas, merci beaucoup d'être présent à notre dernier jeudi de l'agro de l'année que l'on co-organise avec le CTCPA. Et cette fois-ci, il est sur le thème des produits carnés. Et on va voir les tendances et les évolutions des différents marchés sur les différentes filières viande, comme on l'a évoqué. Véronique, Vous... merci beaucoup. Je suis reconnectée. Si tu veux, je peux reprendre la main. Merci. Bon, Je vais partager mon document parce que je pense qu'il est le plus à jour, par contre. et je l'ai pris sur le Teams. Alors, c'était. J'arrête le document. Je te Merci laisse. beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vous laisse en bonne main. Je l'espère. Je vais donc partager le document. Voilà. Normalement, j'espère que vous le voyez bien, hein. Toutes mes excuses, encore une fois, pour ces aléas techniques là, vraiment, j'en suis sincèrement désolée. Je vais juste vous demander, comme c'était précisé dans le mail, hein, pour le bon déroulement du webinaire, de bien vouloir couper vos micros et vos caméras. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants, hein. Vous avez l'onglet dédié dans le chat. Et puis, pour mémoire, Véronique vous l'a peut-être dit, le webinaire est enregistré et sera donc disponible en replay. Donc, on est très heureuse aujourd'hui de recevoir Claire Théveniot, élue de la région des Pays de la Loire, qui nous fera quelques propos introductifs sur la politique régionale en faveur de l'élevage. Puis, on aura l'intervention de Claudine Bras, responsable du département analyse et prospective de Solutions Éco, qui nous parlera des tendances et des évolutions de la consommation des produits carnés en France et à l'international. Et on aura une illustration de ces thématiques sur la majorité en fait des filières viande, hein, puisque on aura une intervention de Bénédicte Ténès d'Interbev sur la filière bovin-viande, une intervention d'Anne Sauvy Le Gonidec de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire sur les filières volaille et lapin. Et enfin, une intervention de Valérie Dio de l'IFIP sur la filière porcine. Voilà, on a essayé d'être le plus complète possible pour vous proposer un panorama global. Alors très rapidement, parce que je suis désolée, on a pris du retard à cause de moi, juste vous rappeler que ce webinaire est co-organisé par le Technocampus Alimentation et le CTCPA. Le Technocampus Alimentation, c'est un outil mis en place par la région des Pays de la Loire, donc dédié à l'animation de la filière agroalimentaire et à l'accompagnement des entreprises sur les volets développement économique et innovation. On propose tout un trend d'événements tout au long de l'année en présentiel et en webinaire, ainsi que de l'accompagnement, de la mise en réseau et différents services. Vous pouvez tout retrouver sur notre site internet. Je ne vais pas y passer trop longtemps et je vais tout de suite passer la parole à Catherine Stride du CTCPA pour vous dire quelques mots introductifs. Oui, merci Viviane. Je vais être très rapide. Donc, juste pour vous remercier d'être tous là et je suis ravie en fait de pouvoir co-organiser ce webinaire avec le Technocampus, le centre technique. On est là pour aider les entreprises et être à l'interface entre la recherche et les entreprises pour vous amener en fait à aller plus loin et à modifier vos modèles, à aller dans la transition. Donc voilà, je vais faire rapide. Pour certains, vous nous connaissez déjà. On va travailler de 4 manières différentes, aussi bien sur de l'accompagnement d'entreprise via de l'assistance technique. Tu peux passer à la slide suivante. De l'assistance technique, de la formation, des essais. On a la chance de pouvoir utiliser la halle d'Oniris située sur Nantes, entre autres. Et puis, on va travailler également sous forme d'analyse, notamment sur tous les aspects microbiaux et emballage. On est à peu près 100 salariés répartis en France et on est une dizaine à votre disposition
sur le site de Nantes pour la région des Pays de la Loire. Donc, la slide suivante, on va vous accompagner notamment si vous avez des questions en termes de réglementation ou de technologie, n'hésitez pas à nous contacter. On est aussi une de vos premières portes d'entrée pour vous aider et vous accompagner et ouvrir vers le réseau des Pays de la Loire. Voilà, j'irai pas plus loin. Merci Viviane. Merci beaucoup Catherine pour ces propos introductifs et je propose d'entrer dans le vif du sujet en passant tout de suite la parole à Claire Thévenot qui est donc élue de la région Pays de la Loire et qui va nous dire quelques propos introductifs sur la politique régionale en faveur de l'élevage. Très bien, merci Viviane de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai accepté de participer à ce webinaire sur les produits carnés par rapport aux tendances et aux évolutions du marché pour vous dire quelle était l'importance de ce marché à l'échelle régionale. Donc, moi, je fais partie de la commission 6 avec Lydie Bernard, qui est la commission agriculture, pêche, mer, forêt et industrie agroalimentaire, dont Lydie Bernard m'a confié le suivi de ce dossier. Donc, à l'échelle de la région des Pays de la Loire, c'est une agriculture diversifiée à dominante élevage. 64% du chiffre d'affaires, quand même, agricole provient de l'élevage. Et ce sont 79% des exploitations qui sont en élevage ou en polyculture élevage. La région des Pays de la Loire est la première région productrice en viande bovine et en veau de boucherie, en lapin, en volaille label. Caractérisée par une présence d'industries de transformation effectivement sur l'ensemble des 5 départements qui constituent la région des Pays de la Loire. C'est plus de 54% du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires, de l'industrie de la viande et du lait. Une capacité de production qui dépasse de loin le potentiel de consommation. On a par exemple la possibilité d'exporter sur quelques produits notamment, dont je peux vous donner la capacité alimentaire théorique, notamment en 2023, par exemple, en ce qui concerne le taux d'approvisionnement théorique pour, par exemple, la viande de volaille, c'est 338%. Le lait de vache, c'est 292%, la viande bovine, 245%, et la viande porcine, 191%. Je ne vous cite là que les chiffres qui sont sur le haut du podium. Mais effectivement, des menaces sont très présentes, à commencer par rapport à la filière élevage, à commencer par le renouvellement des générations, la diminution des exploitations en élevage qui suit de toute façon la tendance générale, puisque c'est un peu la même chose en production végétale, des difficultés qui sont convergentes entre filières et qui s'observent tant pour les exploitations agricoles que pour les industries agroalimentaires. Vous êtes les premiers à en faire, on va dire, le constat. Puisque défaut d'attractivité du métier, poids des normes, difficulté d'acceptabilité sociétale, à la fois au niveau de l'élevage et au niveau des industries. Effectivement, quand on a des projets d'installation de certaines industries dans les territoires, ce n'est pas toujours facile en termes d'acceptation par l'environnement et notamment les premiers riverains. On le constate régulièrement. Et puis également des divergences entre filières. Pour le consommateur, le prix de la protéine de volaille est inférieur au prix de la protéine de viande bovine, ce qui se traduit effectivement dans les chiffres avec derrière une diminution du nombre d'exploitations en élevage bovin, mais une légère augmentation en production de volaille. Et on a quelques chiffres là-dessus. Effectivement, on voit entre 2010 et 2022 une baisse quand même relativement significative, puisqu'on perd quasiment sur le bovin lait, par exemple, 5 points. C'est extrêmement conséquent en termes d'évolution et bien sûr, ça a un impact. On passe de 17% sur l'élevage bovin-viande, de 17%, oui, c'est bien ça, à 15%. Donc, et d'autres qui suivent effectivement, d'autres productions qui suivent exactement les mêmes tendances. Un point commun dans ces injonctions contradictoires, donc c'est la volonté d'une agriculture durable et l'intention de consommer moins de viande par les consommateurs, mais qui ne se vérifie pas toujours dans les actes d'achat. Vous allez sans doute en prendre connaissance tout au long de ce webinaire.
Et au vu de cette importance de la filière élevage, la région s'est engagée, importance surtout d'un point de vue économique, mais d'un point de vue environnemental, bien sûr, et sociétal, par rapport à notre souveraineté alimentaire. La région s'est engagée dans l'élaboration d'un document stratégique en faveur de la filière élevage, compte tenu de l'ensemble de ces enjeux. Le vote est prévu normalement à la session du mois de mars 2025, qui sera orienté selon 3 grandes priorités régionales, en l'occurrence l'installation et la transmission pour permettre le renouvellement des générations, la compétitivité par rapport à l'emploi, et puis la transition écologique et les solutions qui peuvent nous faire avancer sur ces points-là. La filière agricole et la filière alimentaire, et effectivement, ce sont 2 filières qui se tiennent et qui sont liées et qui offrent des solutions pour l'avenir, bien évidemment. On en a plus que besoin sur l'ensemble de nos territoires, pour toutes les raisons que je viens de citer. La méthode de travail qui a été engagée se caractérise par une période de concertation de 6 mois à peu près, avec un ensemble d'entretiens auprès des acteurs de la filière, notamment de contributions écrites par les interprofessions, des ateliers de co-construction. Sur le volet aval, il ressort pour l'instant, mais je pense que ça continuera à se caractériser de cette façon, l'inquiétude des industries agroalimentaires pour la sécurisation de leur approvisionnement. La région a souhaité, elle, identifier des freins et des leviers sur ses perspectives de marché. C'est bien dans ce cadre, effectivement, qu'elle est associée au Technocampus pour la présentation de ce webinaire. Et j'en profite aussi, puisque la parole m'est donnée, pour vous inviter, en fonction de vos besoins et de votre avancée dans toutes ces réflexions, dans le cadre d'un appel à projet innovation et pratiques sobres en eau, qui est lancé par la région à compter de ce 1er novembre et qui est ouvert jusqu'au 31 janvier 2025, donc sur les pratiques sobres en eau, en industrie agroalimentaire et leurs innovations. Je vous laisse au bon soin de toute l'équipe du Technocampus avec cette dynamique qu'on leur connaît. Bon webinaire à tous. Un grand merci Claire pour ces propos introductifs. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe maintenant à la première intervention et je vais demander du coup à Claudine Bras, qui est responsable du département analyse et prospective, de bien vouloir partager le PowerPoint. Claudine, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Et pour rappel, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour nos intervenants, à utiliser le chat pour qu'on puisse les voir et qu'ils puissent y répondre. Merci. Écoute, je venais vers toi pour 2 sujets. Ah, on entend quelqu'un. Est-ce que c'est bon, Viviane? Est-ce que vous voyez mon écran? C'est pas en plein écran, non, on l'a en… Ah. Oui, voilà, c'est parfait, Claudine, merci. C'est bon? Oui. Ok. Très bien. Donc, bonjour à tous. Je vous propose ce matin un éclairage sur la consommation de produits carnés et laitiers en abordant les points suivants: les évolutions et les prévisions de consommation, les évolutions du comportement des consommateurs, les tendances des investissements qu'il peut y avoir notamment sur le territoire et les scénarios à long terme à partir d'interviews que j'ai pu avoir avec des experts. Donc, c'est ce qu'on va regarder et je vous propose de commencer par cette première question. Quelle évolution de la consommation de produits issus de l'élevage? Alors, si on commence par la consommation de viande, si on regarde l'évolution de la consommation de ces dernières années, on note une baisse en 2023 après 2 années de légère hausse. Ce qu'il faut retenir par rapport à ces graphiques, c'est que les achats de viande diminuent en consommation à domicile et que le maintien qu'on a vu les années précédentes, 2021-2022, était plutôt lié à la consommation en RHD, donc hors domicile. Donc, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a eu un impact de l'inflation sur la consommation des produits carnés en grande distribution. Par contre, on a vu un report sur la restauration hors domicile. Alors, ce report, il profite malheureusement principalement aux importations. Donc, une consommation qui est marquée par l'inflation,
Quand vous regardez sur les 10 dernières années, on voit bien que structurellement, on est plutôt sur une diminution de la consommation des ménages en viande et en produits à base de viande, avec un effet un peu plus important ces dernières années, hein. Donc, structurellement, on est plutôt sur une baisse. Maintenant, ce qu'on note, c'est qu'il y a des différences en fonction du type de viande. Et ce que vous voyez sur le graphique de droite, eh bien, c'est que l'inflation alimentaire a eu un impact sur les arbitrages des consommateurs qui ont préféré des sources protéiques moins onéreuses comme la volaille. Donc, quand on regarde la consommation individuelle française des viandes, on voit bien qu'en 2022, on est à 32,9% de volaille, alors qu'en 2012, on était à 28,6%. Alors, ce graphique, il vient de France Agrimaire. J'ai choisi de vous le montrer parce que il montre quand même la corrélation entre l'inflation et la consommation de produits carnés. Donc, ce graphique, il répertorie par type de produit l'évolution qu'il y a pu avoir entre 2019 et 2022 sur les prix et sur les volumes achetés par les consommateurs. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même plusieurs types de produits qui ont eu une inflation très forte. Donc, vous voyez juste ici, hop, à droite. Donc, inflation plus, et pour lesquels on a une baisse conséquente des achats en volume. Donc, on va retrouver le bœuf haché surgelé, on va retrouver la viande hachée, le mouton, l'agneau, le bœuf à bouillir. Ces catégories ont été fortement impactées. Par contre, quand on regarde le pané frais de volaille, l'élaboré de volaille, eh bien là, on est plutôt sur une inflation moyenne, mais avec encore une évolution des achats positive. Donc, il y a bien des différences entre les types de produits. J'ai vu que dans la conversation, on se posait des questions sur les importations et exportations ligériennes de viande. Donc là, vous avez plusieurs graphiques qui comparent les importations et exportations par rapport aux autres régions, mais aussi tout simplement l'évolution des importations versus les exportations en région. Donc ce qu'on note, c'est que depuis 2018, on a des importations de viande en région Pays de la Loire qui ont augmenté de 24%, alors que les exportations ont diminué de 6%. Et ces importations de viande sont tirées par la restauration rapide. Si on compare maintenant aux autres régions, donc on est vraiment en valeur, hein, on n'a pas nous les données en volume, donc c'est une extraction des données douane, et on est sur l'import-export en valeur en milliers d'euros. Et bien là, on note quoi? On note que au niveau des exportations, on est derrière la Bretagne, même si la Bretagne a quasiment le double d'exportation par rapport à la région Pays de la Loire. Et en termes d'importation, on est à peu près au même niveau que d'autres régions, avec bien sûr des différences pour l'Île-de-France et Hauts-de-France. Sur les partenaires, au niveau des partenaires des importations, on retrouve principalement des pays européens, et puis pour les exportations également. Alors, ce qui peut vous étonner, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'exportations aussi vers le Maghreb, mais là, on est plutôt, on est en valeur, hein, on est en montant en euros. Donc forcément, en volume, ce serait un peu différent, mais en valeur, on est avec nos partenaires européens. Et juste un petit complément par rapport à l'import-export. De manière générale, en dehors des produits agroalimentaires, hein, mais de manière générale sur l'import-export, on voit qu'il y a avec les conflits géopolitiques qui se multiplient, on voit que les flux deviennent de plus en plus locaux, donc avec des partenaires proches, ce qui explique aussi qu'on ait de plus en plus de flux inter-européens. Sur la consommation de produits laitiers, maintenant, là, on voit un maintien de la consommation des produits laitiers. Sur ces 10 dernières années, donc une consommation qui résiste, mais avec des différences là aussi en fonction des catégories de produits.
on consomme moins de lait, par contre, on consomme davantage de produits laitiers transformés, et notamment de fromage, de yaourt. Alors, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'innovations sur ces catégories. Un exemple, les yaourts hyperprotéinés qui ont bien fonctionné, et le fromage à usage culinaire qui a aussi vu beaucoup d'innovations sur ce segment. Donc, selon l'Institut Xerfi, la diminution des tensions sur le pouvoir d'achat des ménages pourrait permettre une légère croissance de la consommation de produits laitiers. Donc là aussi, en fonction du pouvoir d'achat des ménages, eh bien, on peut voir un petit revirement de la croissance de la consommation. Quelle prévision d'évolution du marché? Alors, on a fait l'exercice à l'international, on a regardé les prévisions de consommation pour les années à venir, donc ça reste des prévisions. Et on s'est basé sur les statistiques de l'Institut d'études de marché Euromonitor, qui est un institut utilisé par beaucoup de services marketing de groupes agroalimentaires. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une stagnation de la consommation de viande dans les économies avancées. Donc, quand on regarde en volume, en Allemagne, les prévisions de taux de croissance annuel moyen pour 2023-2028 sont à moins 0,7% en viande non transformée et à moins 1% en viande et produits de la mer transformés. On n'a pas le détail après en fonction du type de viande, mais ça donne quand même une tendance. En France, on est autour de 0, donc moins 0,2%. Aux États-Unis, sur la viande et produits de la mer transformés, on a moins 1,2%. Et par contre, sur des pays plus émergents, donc le Maroc, la Turquie par exemple, en volume, là on va être à 4 ou 5%. Donc il y a quand même des opportunités à l'export. L'Arabie Saoudite, on est à 4,4%. Et alors, quand on regarde les prévisions au-delà des instituts d'études de marché, quand on regarde les prévisions de l'OCDE, qui réalisent des prévisions à plus long terme que les instituts d'études de marché, eh bien là, on est encore sur les mêmes tendances. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on regarde, en bleu, vous avez les pays à revenus élevés. En orange, les pays à revenus intermédiaires supérieurs. En vert, les pays à revenus intermédiaires inférieurs. Et puis en jaune, les pays, juste ici, les pays à revenus faibles. Et vous avez un graphique en fonction du type de viande. Viande bovine, viande ovine, viande porcine et viande de volaille. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si vous regardez les pays à revenus élevés, eh bien, viande bovine, voilà, on est sur stagnation et baisse. Viande ovine, baisse pour les années à venir. Viande porcine, on est à peu près comme viande ovine. Et par contre, sur la viande de volaille, les projections sont à une croissance forte sur la viande de volaille pour les pays à revenus élevés. Maintenant, quand vous regardez les pays à revenus intermédiaires supérieurs, donc en orange, eh bien là, bon, viande bovine, on a une légère hausse, mais qui n'est pas conséquente. Sur la viande ovine, on a par contre une croissance forte. Viande porcine, croissance, je dirais, forte à moyenne. Et sur la viande de volaille, croissance forte également. Donc, ce qui veut dire que la viande de volaille devrait compter en 2032 pour 41% de l'ensemble de la consommation de protéines carnées, bien devant les viandes porcines, bovines et ovines. Et puis, bien sûr, une croissance des opportunités à l'export vers des pays qui sont à revenus relativement faibles aujourd'hui, mais qui sont en développement, comme l'Inde, le Pakistan, les Philippines, le Vietnam et bien sûr l'Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est plutôt des prévisions. Maintenant, quand on regarde les intentions de consommation, donc là, on est plutôt sur quand on questionne les consommateurs. Donc, il y a eu le GFI qui a fait une enquête auprès des consommateurs européens. Et là, donc au niveau des intentions, non pas des actes d'achat, mais dans les intentions, on se rend compte que 51% des Européens déclarent vouloir réduire leur consommation de viande.
Et quand on regarde l'impact sur les catégories de produits, eh bien, c'est le bœuf qui serait bien sûr principalement impacté. Maintenant, sur la consommation de produits laitiers, on a fait le même exercice. Donc là, on est sur un maintien de la consommation des produits laitiers, mais une forte croissance attendue sur les alternatives végétales. Donc, forte croissance attendue notamment aux États-Unis, plus 20% en valeur. Je n'ai pas les chiffres malheureusement en volume, donc ça reste une lecture, mais donc une croissance attendue en valeur. L'Allemagne, plus 11%. La France, pas au même niveau, hein, plus 2% pour l'instant. Le marché n'est pas aussi abouti qu'en Allemagne ou qu'aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Et là, au Maroc, en Turquie, en Arabie Saoudite, on a forte croissance sur les produits laitiers. Alors, sur la Turquie, attention, parce qu'il y a l'inflation derrière, hein, donc attention, on est en valeur. Et sur les alternatives végétales, là aussi des opportunités, parce que ce sont des marchés qui sont en train de se développer. Et quand on compare avec les prévisions, encore une fois, de l'OCDE, on est sur une augmentation de la consommation de produits laitiers transformés. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur les produits laitiers frais, États-Unis, Union européenne, donc vous voyez en bleu, produits laitiers frais, 2018, 2020 versus 2030, une légère croissance pour l'Union européenne, une diminution pour les États-Unis. Par contre, sur les produits laitiers transformés, là, on est sur une légère croissance aux États-Unis et une croissance moyenne au niveau de l'Union européenne. Donc, un intérêt croissant des Européens pour les alternatives végétales qui se voit dans les intentions, mais qui se voit aussi à travers l'offre produit des industriels agroalimentaires. Et on le voit notamment avec l'augmentation des ventes de produits végétaux en Europe, l'augmentation des innovations, donc des nouveaux produits végétaux qui ont été lancés en 2023 sur le marché. Maintenant, quelle évolution des comportements des consommateurs? Donc, on a regardé les prévisions d'évolution de la consommation alimentaire. C'est bien de s'intéresser aussi aux habitudes de consommation. Vous avez tous entendu parler du flexitarisme. Donc, on choisit de diminuer sa consommation de viande, de produits d'origine animale. Ça ne veut pas dire qu'on arrête, mais on diminue. Aujourd'hui, 91,7% des foyers français ont consommé des produits carnés au cours de l'année 2023. Ça, c'est un chiffre issu de l'Institut Kantar. Et on est à moins 1% versus 2022. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une diminution dans les actes d'achat des consommateurs. Et 43% des consommateurs disent vouloir réduire ou envisagent de réduire leur consommation de viande dans les 6 mois à venir. Quand on regarde maintenant pour quelles raisons ils souhaitent réduire leur consommation de viande, la première raison, c'est une raison économique. Et ensuite, on retrouve le consommer responsable qui arrive en second plan. Donc, des raisons écologiques. Et dans les raisons écologiques, on peut mettre plusieurs facteurs, hein, et notamment le bien-être animal en fait partie. Mais la première raison est bien économique. Un quart des Français comptent réduire leur consommation de viande ces prochaines années. Là, c'est une étude de Ipsos qui a été réalisée l'année dernière et qui montre que quand on interroge les Français, toutes catégories confondues, donc toute catégorie d'âge, toute catégorie socio-professionnelle, on voit qu'un quart ont envisagé de réduire leur consommation ces prochaines années. Et dans ce quart, on se rend compte que ce sont principalement des jeunes, donc la tranche d'âge 18-24 ans, 25-34 ans, qui déclarent vouloir réduire sa consommation de viande. Ensuite,
Si on regarde le niveau de diplôme, on est plutôt sur des personnes qui font partie de la catégorie diplôme d'études supérieures. Et puis des mouvements écologistes qui, bien sûr, ont des intentions beaucoup plus fortes que les autres partis politiques. Donc, ce qu'on voit à travers les intentions et notamment l'évolution de la consommation des jeunes, eh bien, c'est qu'il y a une évolution des attentes des nouvelles générations. Donc, les baby boomers versus les alphas n'ont pas les mêmes manières de consommer. Donc, ça se voit à travers les intentions, mais ça se voit aussi à travers les innovations qui sont lancées sur le marché et qui vont être dédiées davantage aux jeunes générations. Pourquoi? Parce que chez les jeunes, les repas sont de plus en plus déstructurés et donc il faut innover sur l'usage. Catherine Rouget, qui est directrice conseil du cabinet de tendance de consommation Upcoming, disait très justement qu'il faut réinventer l'offre pour aller vers davantage de produits laitiers ou carnés en snack, des produits hybrides, donc qui mélangent du végétal et du laitier, et puis bien sûr s'ouvrir à de nouveaux modèles de distribution. Donc ce sont les caractéristiques incontournables pour évoluer et puis pour toucher ces nouvelles générations. Quelle tendance maintenant du côté des investissements et des innovations? Eh bien, si on regarde les innovations qui ont été lancées sur le marché dernièrement, on voit qu'on a plus de 25% des innovations qui suivent la tendance du végétal. Donc, avec des exemples connus, récents, hein, LDC, Fleury-Michon, en région, Bell ou Savencia également, qui ont lancé des innovations sur cette tendance du végétal. Un positionnement qui se voit avec différentes stratégies, parfois des nouveaux modèles économiques. Donc là, c'est un exemple allemand, Elmer's Dairy, qui avant était uniquement sur les produits laitiers hein, et historiquement de longue date sur les produits laitiers et qui a fait un revirement et qui est passé directement aux alternatives végétales, donc qui a réinventé son modèle économique. Des marques dédiées, c'est le cas de LDC avec le Gaulois végétal, qui a lancé sa marque 100% végétale. Des classiques qui sont revisités, c'est le cas de Danone avec Activia 100% végétal. On a aussi des investissements dans des nouvelles technologies. Donc Nestlé, la petite image que vous voyez est un extrait du rapport annuel de Nestlé hein, qui investit dans de nouvelles technologies, notamment sur le végétal. Et puis des acquisitions ou des investissements. Le groupe Avril, par exemple, est entré au capital de Harry & Co. Quand on regarde maintenant les investissements au niveau des usines, on utilise une base de données qui s'appelle Trendéo, qui répertorie les investissements industriels dans toutes les régions françaises. Et quand on regarde les investissements industriels sur l'agroalimentaire, ces dernières années, on a de plus en plus d'investissements autour du végétal. Donc, c'est le cas avec des start-upers, donc avec, par exemple, Umiami, avec Better Balance, mais c'est le cas aussi avec des acteurs historiques, comme Danone qui a inauguré son usine pour les boissons végétales dans le Gers, comme Tereos, qui s'intéresse depuis 2017 aux produits à base de protéines végétales et qui va multiplier par 3 la capacité de production de son site en Alsace. Maintenant, quand on regarde les engagements de l'aval de la filière, donc vous voyez, on regarde l'intégralité de la chaîne. Hein. Donc, on a regardé les investissements des acteurs agroalimentaires, des startups, mais on regarde aussi ce qui se passe du côté de l'aval de la filière. Et là également, on voit de plus en plus de volonté d'acteurs pour des raisons tout simplement environnementales. Hein. Donc, ce sont des stratégies corporate, des stratégies d'entreprise pour faire évoluer leur activité vers une activité dite plus durable. Et donc, par exemple, Sodexo s'est engagé à proposer 33% de plats végétariens dans ses menus d'ici à 2025. Carrefour, dans ses Act for Food, dans les actions
de la stratégie de Carrefour a intégré une action qui s'appelle doubler notre gamme végétarienne. Starbucks qui maintenant ne fait plus payer les laits végétaux aux consommateurs. Et puis un exemple en Allemagne avec la grande distribution qui propose un concept avec une offre 100% végétale. Mais bon, le marché allemand étant beaucoup plus orienté végétal que le marché français aujourd'hui. Et puis, on a aussi des réglementations qui évoluent. C'est le cas du Conseil d'État qui a suspendu l'interdiction des dénominations steak ou jambon végétaux. On voit ce qui s'est passé aux Pays-Bas, donc le gouvernement des Pays-Bas qui a décidé de limiter les élevages bovins et de compenser à hauteur de 1,47 milliard d'euros les pertes infligées aux éleveurs concernés, bon, ce qui a généré beaucoup de réactions hein, de la part du milieu agricole, bien sûr. Et on voit aussi eh bien, des décisions comme au Danemark, qui a été le premier pays à instaurer une taxe carbone sur l'élevage. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle français et je ne dis pas que c'est le modèle qui sera choisi. Simplement, attention à ce qui se passe un peu partout et aux réglementations qui peuvent évoluer en Europe. Maintenant, quels scénarios sont envisagés par les experts? Alors, j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec Céline Lannet, qui est directrice du cabinet Alimavenir et qui est spécialiste de longue date en veille et prospective sur l'alimentation. Et alors, ce qu'elle dit qui est très intéressant, c'est qu'il y a des signaux, des facteurs à suivre de près pour avoir cette vision long terme et pour anticiper ce qui peut se passer sur l'évolution de la consommation. Et donc, les facteurs qu'elle citait, eh bien, le premier, c'est l'évolution du prix des alternatives végétales qui peut avoir ensuite un impact sur le choix des consommateurs. Les impacts du changement climatique sur les récoltes, bien sûr, et les discussions politiques au niveau européen, comme l'exemple de la taxe sur la viande. Un autre facteur à suivre de près, c'est l'affichage environnemental. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Nutri-Score, hein, qui est devenu un critère fort des choix des consommateurs, en tout cas qui oriente les choix des consommateurs. Si on a un affichage environnemental assez simple, comme le Nutri-Score, ça peut là aussi avoir un impact sur le choix des consommateurs. Ce que dit Céline, c'est que l'élevage va continuer, mais de manière plus raisonnée, qu'il est également probable qu'on ait des conversions, comme ce qu'on a pu observer dans le secteur de l'énergie. Donc, on a vu des personnes qui avaient des compétences sur le pétrole et qui sont maintenant en train de se convertir aux énergies renouvelables. Eh bien, on pourrait avoir le même type de compétences sur l'agroalimentaire, dans l'agriculture, qui passerait à d'autres types de cultures, donc une évolution des compétences. Je crois que Céline était connectée, donc elle pourra certainement compléter mes propos. Et donc, bien sûr, pour finir, eh bien, continuons d'innover. C'est ce que Catherine Rouget du cabinet Upcoming disait, hein, pour faire évoluer son offre auprès des jeunes générations, eh bien, il faut innover. Et donc là, ce sont quelques exemples récents d'innovation qu'on a pu voir sur les produits carnés, autour du bien-être animal avec le bœuf éthique, autour du snacking, donc beaucoup de formats snacking qui ont été développés, notamment aux États-Unis. Et puis la cuisine du monde, donc s'inspirer aussi de la cuisine internationale, cuisine hybride, non pas cette fois au sens végétal et animal, mais au sens aussi hybride à l'international avec la cuisine du monde. Et puis proposer d'autres expériences. Donc là, c'est un exemple américain d'un emplacement de Whole Foods Market à Manhattan qui montre sa salle de découpe de viande, qui était plutôt dans un objectif de rassurer le consommateur sur la manière dont la viande est travaillée et de créer une expérience autour des produits carnés. Voilà, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci beaucoup, Claudine. Oui, c'était vraiment très clair. Je crois qu'il y avait une question pour toi, si je ne dis pas de bêtises.
Dans le chat, Catherine, je te laisse peut-être prendre la main pour les questions, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc, Claudine, il y avait une question par rapport en fait à la région. Donc, est-ce que la région importe de la viande rouge d'autres régions ou d'autres territoires hors de la France? Et est-ce qu'on a Ouais. des chiffres? Oui, alors on peut avoir les chiffres effectivement. Donc oui, oui, des importations d'autres pays européens, oui, et venant d'Europe de l'Est notamment sur la volaille. Donc ça, on a des chiffres que je pourrais vous transmettre. Maintenant, entre régions, alors c'est compliqué de savoir exactement avec les flux de la douane. Ça, il faudrait qu'on creuse pour savoir si c'est juste en transit, si ça vient vraiment d'une autre région ou si ça vient d'un autre pays européen derrière. Donc ça, il faut qu'on creuse pour avoir la réponse. Par contre, avec d'autres pays européens, oui, oui, il y a des importations d'autres pays européens. Je pense qu'il va y avoir des données en plus qui vont être transmises par les intervenantes suivantes, comme on va rentrer dans le détail de Voilà. chacune des filières. Donc, merci Claudine. Une autre question par rapport au changement climatique. Est-ce qu'on voit en fait un impact direct ou indirect du changement climatique sur l'élevage et donc du coup en fait sur la consommation des produits carnés, notamment sur le territoire des Pays de la Loire? Alors là, je n'ai pas la réponse parce qu'on n'a pas creusé l'impact en tant que tel sur la consommation. Néanmoins, quand on regarde les intentions des consommateurs, je vous ai dit, la première raison, elle est économique, mais la deuxième, elle est bien environnementale. Donc derrière environnemental, il y a l'impact du réchauffement climatique, mais il y a aussi le bien-être animal. Donc derrière les intentions des jeunes générations, qui sont très sensibles au changement climatique, on a bien cette notion-là. Ok, très bien, merci, merci Claudine. Par contre, ce que je ne peux pas te dire, Catherine, c'est est-ce que ça touche principalement les consommateurs des Pays de la Loire? Nous, quand on regarde les consommateurs, on va les regarder au niveau national et après, bien sûr, par catégorie de consommateurs à partir de l'âge notamment. Tout à fait. On a encore une autre question de Samira Rousselière sur, bon, plus ou moins répondu sur a-t-on une idée sur la tranche de population qui consomme de la viande et le niveau d'innovation dans les produits carnés, mais tu as répondu sur la présentation. Alors, Oui. peut-être préciser sur la tranche de consommation de population qui consomme le plus de viande? Oui, alors, je n'ai pas noté la tranche de population qui consomme le plus de viande. Par contre, on est à 91% des foyers qui consomment de la viande. Par contre, je peux avoir le détail, je peux vous transmettre, hein, on a le détail en fonction du type de ménage qui consomme de la viande. Ça, je peux vous le donner. Donc, on était plutôt sur les seniors et puis les plus de 45 ans qui étaient également les plus gros consommateurs de viande. Mais on a quelques données qu'on pourra vous transmettre. Céline, n'hésite pas à compléter parce que je sais que toi, tu es connectée et que tu as d'autres données. Oui, tout à fait. Céline a mis des remarques. Peut-être que Céline peut prendre la parole directement si elle ouvre son micro. Oui, bonjour. Bonjour, Voilà. merci Claudine pour la citation. Et effectivement, j'ai complété avec quelques données par rapport au changement climatique. Il y a des prévisions qui tablent effectivement sur le fait que les produits animaux vont devenir, hélas, de plus en plus chers parce que le feed, hein, les céréales pour les nourrir vont être très affectés par le changement climatique et ça se répercute encore plus voilà, dans le domaine de l'élevage. Et puis il y a aussi la question des épizooties. On le voit en ce moment, c'est très important. Ça touche, il y a plusieurs épizooties en même temps et que ça soit à cause des pertes de bétail, hein, il y a des grosses pertes de production, ou aussi à cause du coût des vaccins, puisqu'il y a quand même des solutions qui existent, mais ça a un coût. Ça fait quand même beaucoup de facteurs qui risquent de renchérir les produits animaux, alors que dans le même temps, il y a beaucoup de facteurs qui vont diminuer le prix des produits végétaux. Effectivement, on atteint la parité prix déjà dans certains pays. Au fur et à mesure que la production augmente, il y a des économies d'échelle qui sont réalisées, hein, bien entendu, et puis des progrès aussi techniques qui permettent d'augmenter
et la productivité, hein, par exemple. Donc, le différentiel de prix, c'est ce que tu as indiqué, mais j'insiste un petit peu là-dessus, il va être assez déterminant, sachant que c'est vraiment le principal frein à la consommation qui est cité vraiment par les personnes. Donc voilà, dans les années à venir, il peut y avoir des évolutions assez rapides en la matière. Merci Un Céline. grand merci Céline hein, pour cette J'en prise prie. de parole et ces compléments. Je vous propose peut-être, Catherine, si tu es d'accord, comme le temps nous est compté quand même, qu'on passe à l'intervention suivante. Si vous avez des questions qui viennent au fil de l'eau, hein, n'hésitez pas. Nos intervenants pourront y répondre aussi directement dans le chat. Donc, je vais demander à Bénédicte de bien vouloir du coup intervenir en nous proposant en fait un focus plus spécifique sur la filière bovin-viande. Bénédicte, du coup, est-ce que vous partagez ou est-ce que je le fais, le document? Ça y est, c'est en cours Ah normalement. bah super, bon bah c'est Voilà. parfait. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous proposer un petit complément spécifique sur la filière viande bovine. Donc on vient d'avoir une présentation très complète avec des chiffres vraiment très intéressants sur la manière dont finalement la viande bovine est consommée. Et Claudine Bras nous a effectivement indiqué qu'aujourd'hui, la viande bovine, on voit qu'il y a une consommation de plus en plus importante sur le secteur de la restauration hors domicile. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vraiment orienter ma présentation sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au niveau de l'interprofession, pour comprendre un petit peu effectivement ce qui se passe sur ce secteur et de quelle manière est-ce que l'interprofession travaille sur ce sujet. Donc pour vous représenter donc rapidement quelques chiffres, hein, puisqu'on en a déjà eu un certain nombre en introduction. Donc pour vous expliquer qu'effectivement aujourd'hui la viande bovine donc, qui est vendue donc, sur le secteur de la restauration hors domicile se situe aux alentours de 24%. Donc on voit qu'en 2020 en 2017 pardon, on était à 20%. Donc voilà, donc c'est un secteur en croissance qui arrive aujourd'hui juste après la GMS. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment le deuxième plus gros débouché pour la viande bovine. Et vous voyez sur la partie de droite les chiffres qui concernent la viande de veau et qui sont effectivement équivalents, hein. Donc aujourd'hui, on a le même type, sensiblement le même type de chiffres sur la viande de veau. On a parlé effectivement tout à l'heure d'import. Donc ça, c'est voilà, l'élément le plus important aujourd'hui, hein, sur lequel l'interprofession viande bovine travaille beaucoup, puisqu'on voit que la part d'import est encore importante, même si elle a diminué sur la restauration collective. En revanche, sur la restauration commerciale et la restauration rapide, la viande de bœuf importée est toujours beaucoup trop importante. Et donc, c'est vraiment le sujet sur lequel nous travaillons pour faire baisser ce chiffre. Donc, voilà, pour vous rappeler rapidement qu'effectivement, donc la filière viande donc, est engagée, hein, dans une démarche RSE depuis 2018. Donc tous les sujets qui ont été évoqués jusqu'à maintenant sont des sujets qui nous rassemblent au niveau de la filière et notamment dans l'objectif d'agir pour une juste rémunération des acteurs de la filière et pour une alimentation de qualité. Aujourd'hui, donc l'élevage bovin français, hein, est ce qui est considéré comme un modèle durable. Vous le voyez là sur ce petit schéma, avec un certain nombre de sujets qui font dire qu'aujourd'hui, on a de la chance en fait, hein, d'avoir un élevage bovin français sur lequel on peut retrouver un certain nombre d'éléments socles qui constituent vraiment une base importante de notre élevage, notamment l'autonomie alimentaire, le système herbagé, le maintien et la préservation de la biodiversité, ainsi que le stockage de carbone qui est permis par les prairies aujourd'hui en France. Donc je vais faire deux petits focus différents. Un focus sur la partie de la restauration collective pour vous expliquer où en est l'interprofession aujourd'hui. Et puis ensuite, je ferai également un sujet d'attention sur la restauration commerciale.
Donc, pour commencer sur la partie de la restauration collective, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on agit beaucoup sur la mobilisation publique pour permettre donc d'appliquer, de faire appliquer donc les règles d'approvisionnement des lois Egalim. Avec un objectif, comme je viens de vous le dire, de toujours valoriser notre modèle d'élevage durable. Ce modèle d'élevage qui est quasiment unique en France, c'est vraiment un modèle qu'on veut préserver, qu'on veut expliquer aussi aux consommateurs, qui a aussi effectivement un lien avec le prix pratiqué. On a parlé de prix en première partie d'intervention de ce webinaire et effectivement, c'est un élément prépondérant dans le choix des consommateurs. Et on veut aussi expliquer pourquoi est-ce que effectivement cette viande aujourd'hui a un prix et que l'objectif, bien sûr, même s'il y a une diminution, il peut y avoir une diminution de la consommation, mais l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir orienter notre consommation vers de la viande de qualité. Donc, moins, mais mieux. Donc un petit rappel, même si je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont au fait de ces chiffres-là, mais vous le savez, donc aujourd'hui, la loi Egalim, puis la loi Climat demandent à ce qu'en restauration collective, on ait 60% donc, de viande durable et de qualité dans les menus, et même 100% pour les services de restauration de l'État. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'interprofession, donc on peut se féliciter de ce chiffre, de cet objectif, qui est un élément fort, puisqu'on se dit qu'effectivement, dans la restauration collective, on va pouvoir atteindre un niveau de qualité tout à fait satisfaisant. Voilà. Néanmoins, il y a effectivement du travail de fond et de contenu derrière, parce que c'est un chiffre qui n'est pas forcément évident à atteindre. Je pense que tout le monde en est bien conscient. Et donc, j'ai mis effectivement en dessous le rappel donc, des chiffres donc, de suivi de ma cantine, donc issu du ministère de l'Agriculture. Vous voyez que sur des chiffres 2022, puisqu'on n'a pas encore ceux de 2023, les chiffres de 2022 nous font état de 21% seulement, si je puis dire, de viande durable et de qualité. Donc, vous voyez que sur les 60% à atteindre, on a encore tous une marge de progrès qui est importante. Donc, sur ces viandes donc durables et de qualité, un rappel de ce qui peut être comptabilisé parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc, on a bien sûr les viandes qui sont sous signe officiel de qualité. Donc là-dessus, pas de question. On a également les viandes sous mention valorisante, donc notamment les produits HVE. Et puis, on a une autre catégorie de produits qui a été intégrée un petit peu plus tardivement dans un alinéa de la loi Climat qui nous fait état donc, des produits performants donc, en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs. Donc ça, c'est effectivement un nouvel alinéa qui nous permet de valoriser des viandes et de les comptabiliser en tant qu'Egalim. Donc le but, c'est absolument pas de mettre de côté les viandes sous signe officiel de qualité ou mention valorisante, mais c'est bien une opportunité supplémentaire pour avoir des viandes Egalim dans les menus. Sauf qu'effectivement, c'est un petit peu plus complexe à pouvoir quantifier et démontrer. C'est un petit peu moins simple que quand on a un signe de qualité qui est associé. Donc nous, on a fait une petite analyse au niveau d'Interbev pour comprendre finalement ce que c'est. Donc cette catégorie, donc produits performants en matière de développement des approvisionnements directs et de protection de l'environnement. Donc déjà, il faut bien savoir que ces deux critères sont cumulatif, c'est-à-dire que je dois avoir une viande qui réponde à ces deux critères. Donc, voilà, on sait aussi qu'effectivement, l'utilisation de ce critère, forcément, l'objectif, c'est un moyen pour intégrer de la viande française en restauration collective. Et c'est bien tout l'objet. Donc effectivement, ce critère, donc voilà, il faut bien savoir que on doit donc avoir un produit donc qui est avec un schéma donc d'approvisionnement direct et donc un approvisionnement direct sur la viande bovine, ça veut dire maximum 2 intermédiaires d'approvisionnement et puis avoir un produit effectivement qui peut être démontré comme performant en matière de protection de l'environnement. Donc ça, c'est des éléments qui sont
effectivement pas évident à expliquer d'emblée, mais je sais qu'effectivement Viviane transmettra ensuite des éléments peut-être plus complets parce que voilà, il faut prendre aussi un petit peu le temps de réfléchir sur ces différents critères et d'aller un petit peu plus dans le détail que ce qu'on peut faire là sur un webinaire qui va assez vite. Ah, pardon, j'ai des diapos qui sautent, je suis désolée. Euh, L'interprofession donc effectivement met à disposition donc un certain nombre d'éléments pour vous aider, donc notamment donc là comme je viens de l'expliquer hein, sur les viandes qui peuvent être éligibles Egalim, ça fait partie du travail d'accompagnement qu'on peut effectuer, mais aussi sur d'autres sujets tels que l'équilibre matière, donc mieux comprendre l'équilibre matière, voilà, donc ça c'est aussi un sujet fort de l'interprofession et expliquer de quelle manière, en fait, est-ce qu'en achetant des morceaux de l'avant, mais aussi de l'arrière de l'animal, comment est-ce que finalement on arrive à un achat plus durable et responsable. Voilà, donc ça, c'est tout un tas d'outils techniques qui sont à disposition des professionnels sur un site dédié que vous voyez ici affiché. Je vais maintenant passer à la partie de la restauration commerciale, qui est effectivement l'autre pendant, hein, donc qui est aussi un débouché important en termes de viande bovine, avec donc des objectifs différents, hein. Vous le savez, on n'est pas du tout on n'est pas sur les mêmes morceaux achetés, on n'est pas sur le même ticket moyen voilà, enfin le ticket d'achat du consommateur. Et puis aussi un secteur avec un enjeu fort, puisque je vous l'ai dit au début sur les quelques chiffres présentés, on constate une viande bovine importée de plus en plus importante en restauration commerciale. Donc, quelles sont les actions finalement que nous menons aujourd'hui envers ce secteur? Nous engageons un dossier important envers les grossistes qui sont un maillon vraiment prioritaire aussi dans la construction hein, de cet enjeu-là. Et puis, on va aussi aller à la rencontre finalement des restaurateurs pour leur expliquer pourquoi c'est important aussi pour eux de s'engager sur de la viande française, de le faire savoir, et notamment en diversifiant les pièces servies en restaurant. Ça peut être aussi un moyen effectivement d'atteindre donc son équilibre carcasse et donc de pouvoir proposer aujourd'hui de la viande française. Et pour ça, je vais vous partager une petite étude là, qui est récente, qui date de cet été, sur la partie de la restauration commerciale et sur la perception qu'en ont les consommateurs. Donc, c'est une étude donc, qui a été faite, vous voyez, sur à peu près 1500 personnes, donc qui s'est déroulée un peu avant l'été. Et donc, je vous présente les différents enseignements. Et donc, c'est vrai que le consommateur nous dit que finalement, l'origine de la viande a beaucoup d'importance pour lui. Alors, bien sûr, on met de côté là la question du prix. C'était pas la question, c'était pas sur cette notion-là, mais vraiment l'origine de la viande. Excusez-moi, est-ce que c'est moi ou je n'entends plus rien? Ah, Ah non, on entend très bien. Enfin, a priori, il n'y a pas de souci de son. est-ce que je continue du coup? Est-ce que tout va bien Oui, comme bah ça? oui, Bénédicte, je vous laisse continuer. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Donc effectivement, donc on apprend là que vous voyez donc les notes hein, à droite qui classent finalement l'importance hein, du consommateur et ce qui est important pour lui quand il va au restaurant. Et donc l'origine de la viande est un élément, voilà, est un critère vraiment important lorsqu'il choisit un plat quand il est dans son restaurant. Et donc voilà, la consommation donc de viande française, c'est effectivement, par conséquent, un élément important, et un engagement fort du consommateur quand il va au restaurant, parce qu'il sait que ça permet, de valoriser donc le savoir-faire des éleveurs et de favoriser aussi la souveraineté alimentaire française.
Donc, on voit qu'on est sur des résultats très, très forts, vous le voyez. Et donc, on comprend qu'effectivement, le consommateur, pour lui, c'est un élément important. Et donc, si c'est un élément important, ça veut dire que le restaurateur doit prendre acte de ça et pouvoir proposer ces produits-là à ses clients qui viennent chez lui. Et donc, effectivement, les consommateurs nous disent aussi qu'ils souhaiteraient davantage de viande française dans les restaurants. Et donc, c'est important pour eux, c'est une attente importante d'avoir de la viande française au menu et de connaître l'origine de la viande, notamment en termes d'affichage. Donc, vous savez qu'on a la mention, on a aujourd'hui un logo qui existe, un logo viande française qui est décliné ensuite par espèce, donc notamment viande bovine française, celui qu'on voit le plus. Et donc, effectivement, si on a cet affichage, donc cette mention viande française, voilà, les 91% des consommateurs nous disent qu'ils seraient plus incités donc, à choisir ce plat-là plutôt qu'un autre, s'il était sûr et si son affichage lui montrait directement qu'il va consommer un plat à base de viande française. Et donc pour ça, pour effectivement essayer de convaincre ces restaurateurs, donc nous on va passer, donc on va avoir une action en direct vers les restaurateurs, mais aussi on va passer via les grossistes puisque bien sûr on le sait, ce sont eux qui ont le flux d'un certain nombre de volumes en termes de viande et de distribution de viande. C'est pour ça qu'on s'engage aujourd'hui avec les grossistes sur un dispositif pérenne qui va leur permettre donc de valoriser donc l'origine de cette viande et notamment de sensibiliser donc leurs équipes avec un certain nombre d'outils qui sera à leur disposition pour leurs magasins et puis les différents lieux de consommation. Et puis 2 autres actions que nous menons aussi donc toujours dans l'objectif d'aller convaincre et expliquer toutes ces données aux restaurateurs. Nous avons 2 partenariats aujourd'hui, un avec l'AFMR qui est l'Association française des maîtres restaurateurs, qui est une association nationale présidée par Alain Fontaine, donc pour valoriser la viande française auprès de l'ensemble de ce réseau. Et nous travaillons également avec le Goemio, donc que vous connaissez. Et donc pour cela, nous avons créé avec eux un trophée spécial qui s'appelle Cuisine des prairies et des pâturages, donc voilà, qui permet de valoriser les restaurateurs qui s'engagent sur un approvisionnement en viande durable et responsable. Donc voilà pour le panorama, effectivement, avec un focus sur la partie restauration hors domicile, puisque donc vous l'avez bien compris, c'est un segment un petit peu plus récent, si on peut le dire, que le débouché via la GMS ou via la boucherie artisanale. C'est un secteur en constante évolution. Voilà pourquoi c'est un secteur voilà, qui est un enjeu fort de l'interprofession viande bovine. Un grand, grand merci, Bénédicte, pour cette présentation qui était vraiment un éclairage très intéressant sur la filière bovin-viande. Il me semble qu'il y a quelques questions. Catherine, si tu veux bien nous Tout les à fait. relayer. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la dernière qui est arrivée, puisqu'elle me semble intéressante aussi de commencer par là, parce que où est-ce qu'on en est de l'obligation d'affichage de l'origine des viandes en restauration et est-ce qu'elle est toujours respectée et contrôlée? Hem, alors, donc l'affichage effectivement, de l'origine des viandes, est toujours, obligatoire. Néanmoins, il y a quelques subtilités. Donc là, effectivement, je pense que dans les documents, que j'enverrai ensuite à Viviane, je rassemblerai tout ça puisque, voilà, il y a différents éléments différents, au niveau de l'affichage sur, notamment les espèces. Contrôler, malheureusement non, je ne pense pas. Voilà, pour être honnête, voilà, comme on a beaucoup parlé tout à l'heure de la loi Egalim, aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose qui est contrôlé, mais peut-être qu'un jour, ça le sera par le service des fraudes. Voilà. D'accord, merci, merci Bénédicte. Donc la première question qui est arrivée donc de Samira.
porte sur la place des expérimentations territoriales, comme la réintroduction de la vache nantaise dans la filière bovine. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Alors, effectivement, donc la Vache Nantaise, donc nous, c'est une association avec lequel, on travaille aussi. Voilà, c'est effectivement on va dire une filière, régionale, très intéressante qui est apte à fournir, la restauration collective. Voilà, ça fait partie des filières qu'Interbev peut soutenir et voilà et porter pour, faire en sorte qu'on ait effectivement de la viande française, et régionale dans les menus. Juste une petite question en parallèle de cette réponse. Du coup, au niveau des restaurants ou que ce soit commercial ou restauration collective, ils ont la possibilité du coup d'afficher vache nantaise au niveau de l'origine? Alors, l'origine, il est obligatoire sur le pays. Donc après, si ils ont plus d'indications, enfin, voilà, l'acheteur, hein, normalement, j'ai envie de dire, sait d'où ça vient. Donc là, après, c'est un affichage facultatif, c'est-à-dire que oui, effectivement, s'il a un partenariat spécifique avec une filière, il peut le mettre en avant, bien au contraire. Oui, oui. D'accord, merci. Céline Lenné pose la question sur les critères pour déterminer si un produit est performant en matière d'environnement. Quels sont-ils? Oui. Alors ça, effectivement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai passer un petit peu plus rapidement parce que c'est vrai que ce sont des éléments, assez complexes à présenter, en webinaire. En fait, c'est un produit performant environnementalement, ce que nous dit, la loi, hein, la manière dont nous on l'a décrypté, c'est qu'en fait déjà il faut bien savoir que on n'est pas du tout, sur une notion de comparaison. Ça veut dire qu'en fait un acheteur quand il va acheter de la viande, qu'il va la catégoriser Egalim en disant qu'il a utilisé ce critère-là, s'il est contrôlé, par la répression des fraudes, et on ne va pas lui demander de comparer pourquoi est-ce que telle viande qu'il a achetée serait plus performante que telle autre. Voilà, c'est comme ça, la loi est faite comme ça. Lui, il doit juste apporter la preuve que la viande, que le produit qu'il a choisi est performant environnementalement. Et donc notamment, on sait que la viande française, par, notamment, les prairies, par, l'alimentation, hein, l'alimentation même, de l'animal, et notamment une alimentation liée à 90% à l'herbe, est un produit performant environnementalement. Donc c'est vrai que nous, au niveau d'Interbev, on a essayé de faire une petite liste de ces différents éléments qui nous permettent de catégoriser que finalement, la viande française est un produit performant environnementalement. OK, très bien. Merci beaucoup. Une dernière question, Viviane? Non, parce qu'au niveau timing, si ça vous ennuie pas, Bénédicte, je vous propose d'y Bien sûr. répondre peut-être à l'écrit, parce que là, il faut vraiment qu'on passe la parole à Anne-Sophie Le Gonidec pour nous faire un focus sur les filières lapins et volailles. Merci beaucoup en tout cas, Merci. Bénédicte. Merci, c'est parfait, Anne-Sophie. C'est bon. Oui. Du coup, je vais commencer par la consommation de viande de lapin. La France est le 3e producteur européen de viande de lapin, après l'Espagne et l'Italie. On produit environ 25 000 tonnes de lapin en 2023. Et la majorité de la production se fait dans le Grand Ouest, donc comme vous pouvez le voir, et principalement dans 6 départements de l'Ouest. La première région de production, eh bien, c'est nous, c'est les Pays de la Loire, avec environ 200 élevages et 66% du cheptel de la Pine. Et les principaux abattoirs sont soit sur la région, soit sur les départements limitrophes, sur la Vendée, les Deux-Sèvres et l'Orne. Pour rappel, la Vendée, c'est le premier département producteur et il représente un quart de la production française. Et historiquement, ça a toujours été les Pays de la Loire et le Poitou en région de production. La viande de lapin, elle a de nombreux bienfaits. Déjà, c'est une viande blanche, donc elle a des grandes qualités nutritionnelles. C'est une viande équilibrée,
riche en oméga 3 et en minéraux. Et 80% des Français consomment du lapin et aimeraient en retrouver davantage. Pour ce qui concerne la consommation française, malheureusement, la consommation baisse d'année en année. En 10 ans, on est passé de 673 grammes à 327 grammes. Donc, une baisse de plus de 50% en 10 ans. Tous les pays européens sont concernés par cette baisse de consommation et de production. Et malheureusement, c'est une problématique parce que la viande a de nombreux intérêts nutritionnels et à faire connaître. Donc, c'est le grand enjeu de la filière, un des grands enjeux de la filière cunicole actuellement, c'est de retrouver des acheteurs pour cette viande. En ce qui concerne les achats, donc les 3/4 des achats de viande de lapin sont réalisés en grande surface, avec une augmentation de la part de marché des hypermarchés qui s'est accrue entre 2021 et 2022. En ce qui concerne les morceaux, les découpes se sont développées du fait de la praticité pour les consommateurs, mais le lapin entier reste majoritaire encore aujourd'hui dans la consommation des ménages. En ce qui concerne la filière, donc comme on l'a dit précédemment, c'est l'importance de l'origine. Donc, comme pour les autres viandes, le lapin avec le logo est né, élevé, abattu et transformé en viande. La filière lapin se concentre aussi, comme pour toutes, sur le bien-être animal, donc avec des nouveaux modes de logement qui sont innovants et alternatifs. Donc, la filière développe l'élevage en parc au sol, donc avec l'arrêt des cages pour les lapins en engraissement, et ce qui leur permet de développer leur comportement naturel. La filière a également un impact environnemental maîtrisé avec un bilan carbone parmi les plus faibles et des engagements, donc avec une alimentation 100% végétale, riche en minéraux et vitamines, et différents cahiers des charges. Donc ici, j'ai proposé bleu blanc cœur, mais il y a d'autres cahiers des charges sur cette filière. On a pu le voir sur une diapo précédente que le lapin a différents morceaux et donc une diversité de morceaux, de calibres et de modes de cuisson qui sont adaptés pour la restauration hors domicile pour offrir des grammages optimaux et des portions et une bonne maîtrise des coûts. Et donc, ça permet de développer différentes façons de cuisiner. Je vous ai mis 2 petites photos sur ce qui a pu se faire en restauration de cantine, donc avec une brochette de sauté en bas à gauche et un parmentier de lapin en haut à droite. Donc, une grande diversité. En conclusion, pour la filière lapin, il faut savoir que le prix de la viande de lapin est indexé sur le prix de l'aliment. C'est une viande qui mérite d'être connue pour les jeunes générations, parce que je ne l'ai pas dit, mais on remarque que la majorité des personnes qui consomment du lapin aujourd'hui en France sont des personnes de plus de 50 ans. Donc, l'objectif, c'est de retrouver des consommateurs dans les nouvelles générations, d'autant plus que les abattoirs et la transformation développent de plus en plus de morceaux et de produits transformés pour justement être adaptés à différentes compositions familiales et aux différentes saisons. Donc, je l'ai dit, par exemple, les brochettes. C'est une viande facile à cuisiner. Et malheureusement, en RHD, il y a la concurrence des viandes qui proviennent des importations. En France, on retrouve principalement de la viande de lapin qui vient de Chine, d'Espagne et d'Italie, qui sont les 3 gros producteurs de lapin dans le monde. Si je passe à la restauration, à la consommation de volaille,
Donc, en ce qui concerne la production française, elle est à quasiment 20 000 élevages de volailles de chair en 2020, qui se concentrent principalement dans le nord-ouest. Il y a une répartition très importante sur le poulet. Aux 3/4, c'est du poulet. On retrouve également de la dinde, du canard gras, du canard à rôtir. Ce qui fait la grande diversité de la France, c'est sa proportion de différentes volailles de chair et aussi sa proportion de diversité de production, que ça soit majoritairement du standard, mais on retrouve aussi du label, du bio, du plein air, du certifié. Donc, une grande diversité à proposer aux consommateurs. Si on fait un petit focus sur les différentes productions, donc la France est le 3e producteur de poulet, européen de poulet, derrière la Pologne et l'Espagne. C'est le premier producteur mondial de foie gras et c'est le premier producteur européen d'œufs. En ce qui concerne la production régionale, on est la 2e région de production derrière la Bretagne, mais on est la 1re région en ce qui concerne le canard, les cailles, les pintades, les oies et les productions à label rouge et en agriculture biologique. Donc, c'est une grande force de notre région, c'est d'avoir une très grande diversité. Et en plus, on a une diversité de production, mais aussi une diversité... on a toute la filière de l'amont à l'aval, donc avec une 20aine d'entreprises de sélection d'accouvage et une 40aine d'outils d'abattage-transformation. Donc, toute la filière est présente sur la région. En ce qui concerne la consommation, donc c'est un graphique qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, mais la viande de volaille est la 2e viande la plus consommée en France et cette part augmente d'année en année et va continuer à augmenter comme on l'a vu. Et c'est notamment lié au fait que la viande de volaille a un prix relativement bas par rapport aux autres viandes et une innovation constante des produits, donc en ce qui concerne la praticité et sa diversité. Et plus précisément, donc un Français consomme 28 kilos de volaille par an, dont 23 kilos de poulet. En effet, comme la production, on consomme de plus en plus de poulet. C'est passé des 2/3 de consommation de poulet en 2015 au 4/5e aujourd'hui. Donc, ça ne cesse de grandir. Et voilà. C'est aussi le cas en ce qui concerne les morceaux. Depuis les années 2000, la demande des consommateurs elle a fortement évolué. Les volailles entières, elles représentaient 52% des achats en 1998 et elles représentent plus que 16% en 2022, alors que les découpes sont passées de 33% à 54% et les élaborés de 15 à 30%. Et en 2023, pour la première fois, les élaborés et les charcuteries ont reculé du fait de l'inflation. Et du coup, les consommateurs se retournent du coup vers l'entier et la découpe du fait du prix moins élevé. La part de RHD, elle progresse d'année en année. En 2023, on notait 35% de la consommation de volaille en RHD pour 65% à domicile. Ça s'est légèrement inversé en 2020 du fait de la fermeture des restaurants, mais la tendance est repartie dans ce sens. Malheureusement, aujourd'hui, un poulet sur deux consommé en France est importé. Et alors que ça représentait que la volaille française représentait 75% de la consommation en 2000. Et cette volaille importée se retrouve majoritairement en RHD. En ce qui concerne l'origine des importations, en France, nos principaux fournisseurs sont la Pologne, la Belgique et les Pays-Bas.
grâce à des prix inférieurs à ce qu'on produit en France. Et après, au niveau mondial, donc en France, on privilégie l'importation des volailles européennes. Mais après, les pays européens, eux, importent aussi d'autres pays, donc notamment du Brésil et de l'Ukraine de plus en plus. Donc, ce qu'on remarque de plus en plus dans la filière volaille, donc c'est une évolution des pratiques donc, qui sont demandées par le consommateur, notamment sur le bien-être animal, donc avec de plus en plus d'élevages qui ont la lumière naturelle, des enrichissements, que ce soit des perchoirs, comme vous voyez, des bottes de paille, les parcs collectifs en canard, je l'ai dit en lapin aussi, c'est également le cas. Et ils sont audités aussi maintenant par une charte de bonne pratique. L'élevage s'est adapté aussi à la demande. Donc, comme je vous l'ai dit, la RHD augmente de plus en plus et donc il y a besoin de pièces standards de filets. Donc, la production se tourne vers un poulet lourd et plutôt sexé, donc en favorisant les mâles. Parce que du coup, le poulet est le 4e plat le plus commandé dans les chaînes de restauration. Donc, il y a vraiment une tendance vers le poulet lourd pour la RHD, justement. Comme pour la viande bovine, d'après une enquête qui a été réalisée en 2022, les Français préfèrent consommer de la viande de volaille pour 9 Français sur 10. Et 84% des Français consomment de la volaille française plusieurs fois par mois. Et notamment, ils jugent que la volaille française a une meilleure sécurité alimentaire et une meilleure qualité de produit. Et pour conclure, donc, comme vous l'avez pu le voir, la volaille, la consommation de volaille ne cesse de s'agrandir, que ce soit en France, mais également dans le monde. Avec la France, on a de la chance, c'est qu'on a une diversité de production, mais de plus en plus de poulet qui est consommé et donc produit, du fait notamment de son coût, que c'est un plat universel et qu'il a une empreinte carbone plus faible. Mais il ne faut pas négliger donc le logo et l'origine française pour développer la production en France. Voilà. Un grand merci Anne-Sophie pour ces éclairages très intéressants donc, sur 2 filières qui finalement en termes d'évolution de la consommation sont un peu aux antipodes, hein, ce qu'on a vu. Catherine, on peut peut-être prendre 2 questions max pour Anne-Sophie afin de ne pas prendre trop de retard pour l'intervention de Valérie, si tu veux bien. Ça tombe bien, pour l'instant dans le chat, il y a une seule question qui est liée notamment au lapin. Est-ce que vous pourriez citer les noms des grands acteurs de la filière lapin en Espagne et en Italie? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Désolée, mais je peux me renseigner. D'accord, très bien. Bon, si vous avez l'info d'ici la fin du webinaire, n'hésitez pas à le mettre en fait dans le chat, ou sinon, peut-être dans ces cas-là, on complétera. On a le nom de la personne qui a posé la question, donc on pourra vous mettre en relation. Et voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. On va passer donc à la dernière intervention de ce webinaire et je vais passer la parole à Valérie Dio de l'IFIP qui va nous faire un éclairage sur la filière porcine. Valérie, est-ce que je peux vous laisser partager votre présentation? Bien sûr, bonjour à tous, avec plaisir. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Je vais la mettre en plein écran. Ça arrive, oui. Pour l'instant, c'est pas en plein écran. Est-ce que c'est bon? Non, c'est toujours au format diapositive pour l'instant. Pour l'instant, je l'ai passé, moi. Ah bah, c'est peut-être le temps de latence. Ouais, un peu long.
Ou peut-être si vous pouvez juste refaire la manip, peut-être que ça a mal. Voilà, j'ai recommencé. Est-ce que c'est bon? Non, c'est toujours en format diapositive en fait. Mince. Navré. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. J'ai eu des bugs au démarrage, donc Ah bon, d'accord. c'est la matinée des soucis techniques. Ah d'accord, parce que il n'y a pas de souci. Pas plus tard qu'hier après-midi. Écoutez, j'ai retenté, sinon je vais Non, mais sinon comme ça. Est-ce que si je fais quelque chose comme ça, c'est à peu près convenable ou c'est moyen? Oui, c'est visible. Oh C'est là là, visible. Sauf que ça rezoome, oui. Ça rezoomé d'un coup. Je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, on va essayer comme ça. Pourtant, j'ai tenté 2 fois. Et en plus, j'ai tout fermé. Il y a juste cette présentation qui est ouverte sur l'ordinateur. Est-ce que comme ça, c'est acceptable? C'est un peu coupé en haut peut-être. Oui, si vous pouvez diminuer un tout petit peu la taille. Voilà, là, ce serait très bien. Est-ce que c'est convenable, on va dire, même à défaut de mettre en... Ouais. Oui, on voit la slide, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais essayer d'être courte parce qu'effectivement, je crois que vous avez voilà, un petit peu de débordement. Oui. Je vais aller à l'essentiel. Donc, effectivement, Viviane nous a proposé, en fait, à l'IFIP, et donc, voilà, je vais intervenir, d'évoquer les grandes tendances, en fait, concernant la filière porcine et l'évolution de la consommation avec un angle, en fait, orienté sur les tendances pouvant évoluer, en fait, vers l'innovation. Et moi, je vous présenterai, en fait, en particulier, de manière synthétique, vraiment très synthétique au regard des projets qui sont d'envergure, donc 2 projets sur lesquels travaillent actuellement les équipes à l'IFIP et notamment le pôle viande. Voilà. Donc tout d'abord, en fait, pour resituer la France par rapport à la consommation européenne des produits du porc, bah, finalement, on a beaucoup d'injonctions, en fait, à moins consommer de viande. Mais si on regarde ce qui se passe, en fait, en Europe, bien que la France fasse partie, en fait, des grands pays producteurs de porc, finalement, on n'est pas parmi les plus gros consommateurs de porc, parce que quand on regarde l'ensemble, en fait, des pays d'Europe, et on se positionne sous la moyenne européenne qui est à 40 kg équivalent carcasse par habitant par an en 2023, tandis que nous, en France, on est à 30,6. Par comparaison, à l'opposition complètement, le Danemark est à 74 kg. Pourquoi? Parce que c'est un pays dynamique, c'est un petit pays avec une forte densité de population, mais qui a besoin en fait d'avoir une forte consommation pour garder sa compétitivité économique. L'Espagne, leader, effectivement, co-leader avec l'Allemagne, effectivement, en Europe sur le plan de la production, est à 54, l'Allemagne à 38 et les Pays-Bas à 32. Alors, si on regarde un petit peu comment tous ces gens-là évoluent, ben, en fait, il y a des enjeux sociétaux qui modifient en France comme en Europe les comportements d'achat. Donc, globalement, l'Europe déconsomme. Alors, il y a d'une part un flexitarisme qui est involontaire d'adaptation parce que, effectivement, avec l'inflation qui a touché l'ensemble des pays occidentaux, eh bien, les consommateurs ont réduit, voire complètement supprimé en fait la viande de leur consommation, malheureusement, pour des raisons d'équilibre nutritionnel. C'est pas forcément une bonne chose. Et de l'autre côté, il y a un flexitarisme raisonné, c'est ce qui est bon pour moi, enfin considérer que ne plus manger de viande, c'est bon pour soi, bon pour ses proches, bon pour la planète, et que certains consommateurs renoncent à consommer de la viande pour des raisons plutôt d'ordre de conviction, de conscientisation en fait environnementale notamment et santé. Alors après, il y a des aspects en fait qui contribuent également. C'est l'augmentation du surpoids et de l'obésité qui touche la France, mais aussi d'autres pays d'Europe. L'augmentation de la précarité alimentaire, je viens d'en parler, mais aussi il y a un autre point auquel on ne pense pas toujours, c'est la montée des mesures environnement qui contraignent la production. Et aujourd'hui, on assiste dans la plupart des pays européens à une décapitalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement des exploitations qui se sont mis en place en fait il y a une cinquantaine d'années. Alors, si on regarde en fait les évolutions avec 2 périodes définies, on peut regarder 2019 par rapport à 2013 et 2023 par rapport en fait à 2019. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que partout en fait, presque partout, on était en progression. Danemark, Espagne essentiellement. En Allemagne, on avait déjà commencé en fait à déconsommer et aux Pays-Bas également. En revanche, maintenant 2023-2019, la déconsommation est présente partout à des degrés divers. L'Allemagne est à
assez, assez avancée en fait sur le flexitarisme et sur l'adoption des produits végétariens par comparaison sur l'ensemble de l'Europe. Mais après, je ne suis pas une spécialiste en fait de ce domaine. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est qu'en termes de perspective, c'est qu'il y a 46% des Européens qui déclarent avoir déjà réduit leur consommation, mais il y en a quand même en fait 40% qui ont l'intention de continuer en fait à déconsommer la viande dans un avenir relativement proche. Ça, c'est une étude de long terme en fait, Smart Protein, qui s'est clôt en fait en 2024. Alors, qui déconsomme? Plus particulièrement, en fait, la jeune génération, les 19% de consommateurs de la génération Z. Et quand on regarde, en fait, en France, l'évolution des produits du porc, on le voit. Alors, pourquoi ils déconsomment? Ils n'ont pas le temps, question de praticité. Ils n'ont pas surtout les codes, ils n'ont pas la culture, et notamment, c'est très vrai, en fait, sur les produits de cuisson longue, par opposition, en fait, aux produits à griller de type côte, escalope, par exemple. Et par opposition, en fait, les baby boomers, eux, ont l'école, la culture et peut-être un peu plus de temps. En fait, ils sont un peu plus orientés dans une démarche un peu plus slow, culturellement parlant, alors qu'on est dans une accélération des rythmes de vie dans les 20 dernières années. Ensuite, si on regarde un petit peu ce qui se passe en France. Alors, en fait, en France, bon, clairement, on a un recul de la consommation apparente. C'était vrai jusqu'à 2023, avec un changement. Je ne sais pas, on est encore un peu sur l'observation, l'expectative sur 2024. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand on regarde la production et la consommation par comparaison, toujours en approche, en fait, en indigène brut de 2000 à 2023, alors on a 3 périodes. La première, en fait, c'était une évolution parallèle de la production et de la consommation. On a plutôt plus de production que de consommation. À partir de 2014-2015, on a une situation qui évolue avec une forte volatilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une mondialisation en fait, des marchés, on a une sollicitation forte en fait, à l'exportation avec l'Asie qui est très demandeuse vis-à-vis de la France, mais également en fait, au niveau européen. Marché en fait avec une relative volatilité parce que c'est un marché fortement en fait compétitif. En jeu, il y a d'autres continents, l'Amérique du Sud, les États-Unis par exemple, la Russie aussi. Donc vous voyez en fait les courbes se croisent indéfiniment. 2021 sortie en fait de crise sanitaire, là on a un recul de la production, donc décapitalisation qui s'accélère, qui avait commencé en fait à partir de 2020. Et donc, en fait, on est plutôt aujourd'hui sur des courbes qui se rejoignent 2022-2023. Globalement, ça donne quoi en fait? Une autosuffisance qui se maintient. La viande de porc, pour ce qui concerne la consommation apparente par habitant, reste la première viande, mais comme disait la personne qui intervenait juste avant, elle est talonnée désormais en fait par la volaille. Elle recule, elle est en 2023 à 30 kg équivalent carcasse par habitant par an. Alors 2024, c'est une année tout à fait atypique et aujourd'hui on est encore un peu dans l'observation. En projection, en fait, on a une évolution positive de la consommation apparente. Alors, je vais un peu faire de teasing et expliquer après les scénarios qu'on imagine. Alors après, derrière, en termes d'importation et d'exportation, si on a une autosuffisance qui se maintient, on a des besoins à l'import qui sont limités, qui sont relativement stables, et on a un marché qui est davantage en fait tourné vers la demande intérieure, parce qu'effectivement l'export permet en fait de valoriser la carcasse, avec essentiellement des exportations orientées en Asie vers les abats, donc des produits qui sont délaissés à la consommation en France, et sur des viandes en fait brutes standards. L'importation, c'est essentiellement l'Espagne et l'Italie, avec des produits qui, au-delà des savoir-faire et des technicités et des spécificités, renvoient aussi à un territoire d'évocation, à un imaginaire spécifique pour les consommateurs. C'est qu'effectivement, ça renvoie à toute une culture de vacances en Espagne, des années 70, 80, 90, etc., où les consommateurs, en fait, ont associé des goûts, des saveurs, des produits à des régions qui sont vraiment un territoire d'évocation très positif en fait pour les consommateurs. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des travaux qui sont faits en fait pour aller rejoindre en termes de satisfaction, de profil produit en fait ces typologies de produits-là avec des contraintes en fait relatives à la génétique, à la carcasse, au mode de production, etc. La part des le porc, on le sait, ça reste quand même des produits de commodité, c'est des produits fond frigo, de quotidienneté, portés par le jambon cuit, et on a une part des produits sous SICO, sous signe officiel de qualité, qui est de l'ordre de moins 5%. Et aujourd'hui, dans le contexte en fait de la crise, c'est plutôt en souffrance actuellement. Alors, je vous ai dit, 2024,
progression de la consommation apparente, mais recul en fait de la consommation à domicile. La consommation à domicile qui porte effectivement, plus encore en fait que sur les autres espèces, l'ensemble des débouchés. Sachant que la consommation hors domicile, cette fois, ne représente pas plus de 20%. Aujourd'hui, c'est quand même un marché assez complexe compte tenu des 300-400 produits en fait qui sont commercialisés, d'aller bien repérer, d'aller bien circonscrire en fait l'ensemble du marché. Mais aujourd'hui, on atteint en fait ce seuil-là. Pour finir sur la restauration en domicile en termes de tendance, elle est portée et elle porte en fait la croissance des produits du porc dans ce segment grâce à la montée du snacking et notamment du jambon, de la salaison cuite et de la salaison sèche. Et il y a également, ma collègue de Lidl en fait le disait tout à l'heure, il y a une montée de l'engagement environnemental. Métro a annoncé en fait un index environnemental pas plus tard en fait qu'hier par voie de presse. Donc c'est significatif. Ce qui se passe, c'est que les acteurs en fait de la restauration l'indiquent. Pour certains types de produits, certains besoins, certaines unités de besoin, il y a une substitution qui s'opère au profit en fait du porc qui est plus économique dans certains cas pour certains segments. À l'opposé, en fait, on a aussi des opportunités de débouchés en fait plus présents dans les plats cuisinés et autres produits traiteurs, c'est-à-dire les salades, mais également les sandwichs en fait où le jambon notamment est très présent. Et ça s'est porté en fait par le traiteur frais, tandis qu'effectivement la pertisée souffre. La pertisée était historiquement un segment où les produits du porc étaient très présents au travers des produits comme le cassoulet par exemple. Et aujourd'hui, le porc peut être une alternative économique au bœuf, dont par exemple des lasagnes, où on voit effectivement se développer des lasagnes à base de porc. Donc aujourd'hui, le segment il progresse quand même pas si vite que ça, de l'ordre de 1 à 2%, sur la base des données en fait aussi, c'est pas des données tout à fait récentes. Pardon. 2022 en fait, ce sont des données en fait de production dont on dispose actuellement. Alors maintenant, pour revenir sur la consommation à domicile, qu'est-ce qui peut expliquer en fait le recul? Alors la charcuterie, elle porte l'essentiel des volumes, c'est-à-dire 75%, même plus 76% des volumes par opposition à la viande de porc, qui n'en pèse que 24 par déduction. La charcuterie, elle est portée par le libre-service et on a un recul structurel de la coupe. La coupe, ça pèse en fait aujourd'hui un peu moins 23% en fait des volumes de la charcuterie. Globalement, la charcuterie recule au cumul annuel 12 mois en fait à fin septembre 2024 sur 2023 de 1,7%. Mais aujourd'hui, en fait, on a une fermeture d'un certain nombre de bancs coupes, on a un vieillissement de la population, il n'y a pas de renouvellement. Il y a un indice prix qui est supérieur en fait de l'ordre de 130 par rapport en fait à la moyenne des produits charcuterie qui sont commercialisés. Donc ces facteurs-là font que les consommateurs tendent à délaisser. Par ailleurs, effectivement, on a aussi le développement en fait de l'e-commerce qui booste les produits sous blister, les produits en fait prêts à commercialiser à travers ce circuit de vente. Sur la viande de porc, il y a un constat en fait qui est important, c'est que contrairement au bœuf par exemple, sur lequel il y a beaucoup d'UVCI porté notamment par la viande hachée, en porc en fait il y a quand même un retard, c'est aussi le cas en fait en volaille. En porc, il y a un retard sur le nombre d'unités industrielles aussi qui sont prêtes à emploi fixe, prêtes à commercialiser, très marketées, avec une histoire et qui sont adaptées en fait au merchandising du e-commerce. Aujourd'hui, on est un petit peu en retard sur ces aspects-là. D'ailleurs, il y a des explications qui renvoient en fait aussi aux contraintes liées aux investissements que ça engage. Alors, l'inflation, on ne va pas se leurrer, la filière porcine, elle est touchée par l'inflation comme l'ensemble en fait des viandes aujourd'hui. Alors, de quelle manière elle est touchée? L'inflation cumulée en fait en viande de porc, c'est plus 13,3%, quand sur l'ensemble des viandes, c'est plus 14 en fait, 8%. Donc elle est un peu moins touchée, mais il y a un effet retard, puisqu'en fait elle a tendance à décélérer un petit peu moins vite. Et actuellement, en fait, en septembre, c'est le premier mois où elle décélère. Alors, ça modifie les pratiques d'achat des ménages. On a une descente en gamme avec une montée des premiers prix en charcuterie, plus 10,4%, ce qui est vraiment important, même si en fait ces premiers prix ne pèsent en fait que moins de 7%, mais ceci dit, ils progressent de manière importante. Une modification des parcours d'achat avec les enjeux que je viens d'évoquer à l'instant. Parcours d'achat, effectivement, avec le e-commerce qui se développe à 6,5%, qui représente en charcuterie 8%. Alors en même temps, ça veut dire que dans le fond,
il faut décorréler en fait tendance court terme et tendance long terme. Parce que sur le long terme, il y a quand même des consommateurs qui, en arrière-pensée, en fait, ont toujours cet enjeu autour des enjeux qui sont liés à la transition alimentaire, autour de la santé, l'environnement, santé pour soi, santé pour ses proches, et plus globalement, en fait, des aspects environnementaux, même si les aspects environnementaux, ils ont des contours, en fait, assez flous et que tout ça, en fait, est assez interconnecté. Tout produit, en fait, est indépendamment de la charcuterie. Il y a une croissance qui est bien moins importante, en fait, que l'ensemble des PGCFLS, puisqu'on est à 3,8% en croissance en produits responsables à fin août 2024 sur 2023. La tendance sur les produits de charcuterie, c'est quand même sans conservateur, plaisir et bien-être animal, et je vais vous en parler. Alors la santé, la charcuterie, elle a quand même été beaucoup, elle a alimenté en fait la presse pendant pas mal de temps ces dernières années autour du sans nitrite. Mais la santé, ça reste un enjeu fort en fait sur les produits de charcuterie. Il faut avoir en tête que 72% des consommateurs pensent que leur alimentation peut présenter un risque pour la santé. C'était un chiffre en fait de mars 2024 de Kantar, et c'est plus 7 points par rapport à 2023. Quand on regarde en fait l'évolution de la consommation des produits de charcuterie sans nitrite ni conservateur, données en fait portées par Kantar, eh bien on a à droite, donc ces petits chiffres en fait en gras en bleu marine. Donc d'un côté vous avez les dépenses et de l'autre côté les volumes. En dépenses, les dépenses avec l'inflation c'est à pondérer, mais à plus de 2,5%, mais surtout en CAD à fin août on est à plus 1,7%. Ça veut dire qu'on avait reculé en fait en 2023 par rapport à 2022. Alors on n'a pas les chiffres antérieurs. Et là, en fait, sur 2024, on repart à la hausse. Donc, à nouveau, la santé revient en fait dans les enjeux forts. Et dans les mois à venir, et ça, c'est une étude qui a été conduite par Seawest, donc le baromètre Trend Shaker, 81% des répondants citent la santé devant l'inflation comme un des thèmes qui sont le plus prioritaires pour eux. Donc, ça constitue, la santé peut potentiellement, effectivement, constituer un enjeu autour du sang, mais également en fait autour peut-être de l'enrichissement. Bon, je ne vais pas me lancer dans des... Il faudrait investiguer un peu plus. Je sais en fait que le pôle viande travaille sur ces réflexions actuellement. Alors, deuxième axe, je l'ai cité tout à l'heure, le plaisir. Bon, le plaisir, c'est constitutif en fait des produits de charcuterie, parce que dans les occasions d'achat des produits de charcuterie, le premier levier, la première motivation, c'est le plaisir à 28%, devant l'envie de varier, 23%, et la dimension pratique et rapide. D'ailleurs, il faut avoir en tête que la dimension pratique et rapide, elle fait qu'il y a un transfert de consommation entre la viande et la charcuterie, notamment à travers des salaisons cuites, jambon, rôti de porc, par exemple. 2, il y a une déstructuration des repas qui participe en fait au développement, par exemple, des saucissons secs au travers des instants apéritifs, avec plus 3,8% cumul 12 mois à fin septembre 2024. C'est quand même notable sur un marché qui en recule à moins 1,7. Ça fait quand même 4-5 points d'écart par rapport à la moyenne du segment. Alors, le plaisir à partager, c'est un repas qui est concurrencé chez les jeunes générations par une dimension un peu apéritive, dînatoire, dans un segment, en fait, dans une approche un peu intermédiaire. Et données Nielsen, ne pas oublier, mais je pense que tout le monde l'a en tête, c'est que les produits apéritifs salés, sur les 10 dernières années, ça fait partie du top 4 des catégories de PGCFLS le plus en croissance. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le tandem charcuterie, fromage, qui s'inscrit effectivement dans ce segment-là, comme une alternative en fait aux produits peut-être un peu plus gras, un peu plus salés, que sont effectivement, par exemple, les chips notamment. Donc des développements en fait à travailler peut-être aussi sur le côté consommation individuelle en cas également, dans le côté déstructuration des repas. Le plaisir, il s'exprime aussi à travers un autre instant de consommation. Alors, je voudrais juste dire effectivement qu'on n'a pas de chance en fait depuis 2 ans avec une météo qui est assez désastreuse, mais quand la météo est au beau fixe, les produits en fait ont des fortes croissances, tant et si bien que quand je vois les chiffres apparaître par exemple en août de cette année, mais également en fait l'an dernier, il y a aussi un temps fort en fait estival. J'ai toujours un peu de doute sur les croissances. C'est-à-dire qu'on a très vite une croissance en fait à 2 chiffres. Donc il y a vraiment un effet météo sensible comme les glaces, comme certaines boissons, qui est extrêmement puissant sur l'instant du barbecue. Et autour du barbecue, il y a une notion de goût. Et il faut oublier qu'il y a une personne sur 3 qui est motivée par la recherche de nouveaux goûts. Et ça, c'est une source Kantar 2024 qui nous le dit.
Alors, le barbecue, il faut avoir en tête que dans d'autres pays, Royaume-Uni, États-Unis, c'est quand même les rois du barbecue, il y a un développement de la cuisine outdoor avec une désaisonnalisation du barbecue. On n'en est pas encore là en France, mais on pourrait imaginer, avec le dérèglement climatique, avec un petit peu parfois un été qui s'installe un peu plus longuement ou effectivement un printemps qui démarre plus tôt, on a ces réflexions, avec aussi des mix en fait entre des produits et des modes de cuisson qui sont variés. Sachant qu'il y a 62% des Français qui possèdent un barbecue et que la jeune génération est plus dotée en barbecue que les plus âgés, avec 65%. Et sur l'ensemble, 97% consomment de la viande et le porc est parmi les produits les plus consommés, avec notamment la saucisse, mais également les ribs et travers, etc. Mais au-delà de ça, bon, il y a eu des travaux qui ont été faits dans les dernières années autour du goût, etc. Mais il y a d'autres axes qui pourraient être intéressants à creuser autour de nouvelles manières de fumer, en fait, par exemple, les produits, puisqu'aujourd'hui, les développements sont autour de fumer le produit avec différentes saveurs, autour du cèdre, de l'érable, mais également des cuissons à basse température avec de nouveaux appareils, en fait, qui se développent autour des pièces à partager. Puis, bon, alors il y a toute une polémique autour des saveurs barbecue, autour des saveurs, mais il y a également, en fait, un travail autour de produits, comment dirais-je, autour d'arômes un peu plus segmentants qui séduisent en fait les jeunes populations. Et là, j'ai juste mis en fait un exemple qui est commercialisé notamment chez Sainsbury, où deux acteurs se sont mutualisés pour lancer en fait un produit avec du goût et une cuisson lente, c'est la joue de porc, et un goût en fait harissa, cuisson lente, etc. Donc derrière, on voit aussi un retour de la slow, des process slow, des process lents, qui vont bien en fait à rebours de l'accélération des rythmes de vie qu'on a vu en fait ces dernières années avec d'autres approches. Donc il y a des acteurs de la distribution qui veulent aussi tester des choses au travers de leur laboratoire de GMS avec des nouveaux modes de cuisson basse température. Donc, il y a des réflexions qui sont déjà initiées chez certains acteurs, donc à suivre dans les mois qui viennent. Alors, l'innovation pour les marques, c'est tel que le conçoit en fait l'IFIP, c'est pas uniquement de l'innovation retardée. L'innovation maintenant, effectivement, c'est pas nouveau, on le sait, ça démarre dès la production. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner en fait 2 exemples qui justement illustrent ce propos. La production, c'est des pratiques respectueuses de la santé, de l'animal et des écosystèmes. C'est la transformation, c'est plutôt améliorer la qualité que de la dégrader, c'est-à-dire ne pas perdre en vitamines, en nutriments, etc. Parce que le consommateur y est sensible. Donc, avoir des process doux pour respecter la qualité, entre guillemets, de départ en fait, du produit. La consommation, c'est d'accompagner les consommateurs dans de l'acculturation à la mise en œuvre en fait, des produits. C'est très lié sur la viande, c'est important. Un peu les travaux qui ont été faits, notamment, et qui étaient évoqués tout à l'heure, je suis arrivée à ce moment-là, vis-à-vis des restaurateurs pour les accompagner dans la mise en œuvre, d'aller plus loin en fait dans ces aspects-là, en utilisant vraisemblablement les réseaux sociaux. Et puis aussi des travaux qui sont faits en fait sur l'amélioration de l'emballage, sur du recyclage, bon, dans le cadre de la loi AGEC, sur la fin de vie des produits pour limiter l'impact. Voilà. Et au global, en fait, aller rechercher de la cohérence globale d'une étape à l'autre, en fait, jusqu'au consommateur. Donc, j'ai retenu 2 exemples, en fait, sur l'amont par rapport à l'ensemble des projets qui sont conduits, en fait, par l'IFIP. Donc, premier projet, c'est un projet, en fait, qui date déjà il y a quelques années, autour du bien-être animal, dans le sens où le bien-être animal, si on regarde un petit peu où on en est. Une dernière étude qui a été faite par le LIT Ouest Territoire d'élevage, pardon, en collaboration avec Opinionway de 2023, qui indique que plus d'un consommateur sur 2 déclare être soucieux du bien-être animal. Alors, ils ne le sont pas tous à des degrés identiques. On identifie en fait de gauche à droite les militants qui, eux, sont vraiment convaincus que le bien-être animal, c'est vraiment important, mais qui, à contrario, en fait, consomment peu de viande. Et de l'autre, en fait, on a les conscients qui ont un intérêt vis-à-vis du bien-être animal. Ils sont informés, ils sont sensibles et ils ont tendance, en fait, quand même à réduire leur consommation de produits carnés. Alors, j'ai fait une erreur, c'est qu'à gauche, les militants, en fait, ont une grosse consommation de produits carnés et à droite, en fait, les conscients ont une consommation moindre. Les acteurs sont
intermédiaire. Donc, globalement, en fait, il y a cet équilibre à trouver entre une posture avec un engagement vis-à-vis du bien-être animal et également un niveau de consommation de viande suffisant pour effectivement identifier un potentiel. Mais au final, le potentiel, il est supérieur en fait à un tiers des consommateurs. Donc là, doit démarrer en fait une étude en point de vente sur de l'affichage autour du bien-être animal pour aller identifier quels sont les insights consommateurs les plus appropriés pour présenter le bien-être animal qui aujourd'hui en fait est très porté par un discours qui est très technique, qui ne parle pas nécessairement aux consommateurs, autour par exemple du temps de réduction en fait vis-à-vis de l'injection d'antibiotiques. Voilà. Donc ça parle pas vraiment aux consommateurs d'une part, et c'est plutôt un message négatif parce que c'est du sang. Donc, tout ça pour dire que les travaux qui sont conduits par l'IFIP portent sur le mal entier, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de stopper la castration des porcs. Donc, on a une progression en fait récente et constante en fait en France en mal entier et immunocastrés. La part, en fait, là, vous avez une courbe sur la zone Uniport. Alors, ce n'est pas représentatif de toute la France, d'autant plus que dans ce volet-là, il y a un gros acteur, en fait, qui pèse beaucoup, à largement plus de la moitié de l'ensemble, en fait, des approvisionnements de la zone Uniport. Néanmoins, ça se développe. Ça représente encore largement moins de 5% en fait, de l'ensemble des abattages, mais il y a des enjeux. De plus en plus d'acteurs, en fait, s'y intéressent. Et sur la zone Uniport-Ouest, fin 2024, ça pourrait se rapprocher de 60%. Donc, aujourd'hui, il y a des enjeux qui touchent à la détection et qui touchent en fait au ratio en fait entre odeur et produit fini pour ne pas aller, pour pouvoir proposer en fait du mal entier aux consommateurs tout en fait respectant une satisfaction dans la dégustation vis-à-vis des consommateurs. Les modes de détection, il y en a deux. Un, majoritaire, le nez humain. Deux, une analyse chimique en laboratoire qui vise à identifier les scatoles et l'androstérone. C'est déjà installé au Danemark. À droite, je vous ai mis l'échelle de détection de sang malo qui permet en fait de définir une gradation vis-à-vis d'odeur. Aujourd'hui, l'IFIP en 2024 estime qu'il y a 5 à 10% des mâles qui ont une légère odeur ou forte odeur note 4 et 5. Donc, c'est note 4 et 5 en fait qui posent problème et sur lesquels travaille l'IFIP. Alors, sur les produits transformés, il y a moins de soucis, même si en fait, il y a des travaux qui sont conduits. Les produits transformés, je viens de vous le dire, c'est 76% en fait du marché, quand la viande fraîche, viande de porc fraîche, c'est 24%. Donc, ce qui se passe, c'est que les travaux en cours, ils portent par exemple sur les lardons, sur un travail sur la fumaison, sachant que, je viens de vous le dire, il y a des risques en fait qui sont d'autant moins importants que le produit il est moins gras et d'autant plus élevé que le produit est gras. Donc le lardon, c'est typiquement un produit frais et un produit avec une part de gras significative pour que ce soit gourmand, que ça rissole, etc. Sur les produits en fait qui sont moins gras, il y a des travaux qui sont faits en France ou par les Espagnols notamment autour de marinades, d'épices, de saumure, de produits fumés. Mais finalement, on peut imaginer des coatings, on peut imaginer plein de choses. En fait, il y a des réflexions qui sont en cours également. Donc là, je vais vous parler effectivement juste sur ce petit slide. Et j'ai mis un contact si vous aviez envie ou besoin en fait de plus d'échanges donc du spécialiste Patrick Chevignon qui s'occupe plus particulièrement de ce projet. Donc des travaux qui sont conduits sur le niveau de fumaison et donc des tests qui sont conduits auprès de consommateurs en laboratoire à l'aveugle de consommateurs naïfs. Deux, des réflexions sur la valorisation en charcuterie à cuisson longue comme les rillettes, mais également sur les pâtés. Et puis des travaux qui sont conduits sur un niveau de dilution en fait de mal entier avec femelle et mal entier non odorant sur des produits comme les rillettes et le chorizo actuellement. Voilà pour ce sujet. Deuxième sujet, puis j'en aurai fini. On a également, en fait, dans un tout autre sujet, fait le constat suivant. Dans le porc, en fait, on a une surdemande en jambon, ce qui n'est pas très nouveau, mais de l'autre, en fait, on a une difficulté à la commercialisation, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, de la longe. Et ça touche notamment, en fait, le label rouge. Donc, il y a un travail qui a été conduit il y a quelque temps par l'IFIP, partant du constat qu'il y a un déclassement important des produits issus de la longe en label rouge. Donc, c'est plus de la moitié en fait des produits de la longe en label rouge. C'est très variable sur les acteurs, donc il faut être pondéré par rapport à ce que je dis. C'est une moyenne, les moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose parfois.
Et l'hypothèse de travail qui a été effectuée par l'IFIP, c'est de se dire, finalement, si on apporte du gras, du persillé, en choisissant une génétique Duroc dont on sait qu'elle est plus persillée, peut-être qu'on peut répondre à une demande de qualité supérieure, plus gourmande, parce que le gras est porteur de satisfaction gustative, dans le cadre de viande fraîche label rouge, et notamment, effectivement, de la longe. 3 lots ont été étudiés avec une graduation en fait donc en Duroc, en 1 pâte Duroc, piétrin, 2 50%, 3 100%. Alors bilan, je vous permets de petits documents parce que c'est voilà, mais de photos, mais on a une nette différence en note de persillé, plus le taux de Duroc augmente en fait sur le produit fini. Ça a été confirmé par des analyses chimiques avec un taux de persillé et une notation IFIP avec une grille qui permet de mesurer effectivement ce taux de 1 à 6. Une étude a été conduite en 2023 avec Silaport, l'INAO et le cabinet en fait marketing Vitamine auprès de 27 consommateurs qui a conclu en fait sur la Côte de Port à un produit en fait plus satisfaisant quand il est plus persillé. Donc aujourd'hui, des réflexions sont en cours de mise en place, de développement, de commercialisation dans le marché. Mais ce sujet en fait du persillé, de la génétique et du travail en fait autour de comment en fait concilier performance économique et satisfaction gustative des consommateurs pour favoriser le retour de la longe dans l'assiette du consommateur, parce que effectivement la longe souffre quand même beaucoup. Elle est remplacée par le jambon, elle est remplacée par l'épaule, au travers d'escalopes de jambon et d'épaule, mais le jambon est déjà très sollicité, il est plus coûteux, et l'épaule est intégrée dans pas mal de produits de charcuterie. Voilà. Pour finir, en fait, simplement une petite communication. Vous indiquez effectivement que chaque mois, le pôle économie auquel j'appartiens présente des tendances globales sur la filière, à tout niveau de la filière, et à intervalles réguliers sur l'année, un bilan un peu plus approfondi sur la consommation et les tendances de consommation. Voilà, à votre écoute. Un grand merci Valérie pour cet éclairage très intéressant sur la filière porcine. Catherine, est-ce qu'on a des questions? Alors, la présentation était très complète, donc pour l'instant, on n'a pas de questions. D'accord, merci beaucoup Catherine, merci Valérie. Alors, je voulais tenir à remercier vraiment toutes nos intervenantes parce que c'était extrêmement intéressant. Je vais juste, si vous voulez bien, reprendre la parole pour vous indiquer quelques-uns de nos prochains événements d'ici la fin de l'année. Et puis, il sera temps de conclure, vu qu'on a pris un peu de retard, ce JDLA. Voilà, je vais partager l'agenda. Donc, je voulais juste vous rappeler, mais normalement, vous le recevrez par mail ou de toute façon, vous le retrouverez en direct sur notre site internet. Donc, moi aussi, j'ai un petit souci pour passer en plein écran les slides, donc tant pis, je ne vais pas le faire. On vous propose un webinaire que nous co-organisons en partenariat avec l'IGEPAC le 3 décembre de 11h à 12h30 sur la problématique du réemploi des emballages et de la consigne. L'idée, c'est d'avoir un focus en fait sur la veille presse, grand public et spécialisée et de faire un point réglementaire sur cette thématique. 2 autres événements en présentiel, le 28 novembre après-midi à destination des entreprises agroalimentaires, on vous propose de visiter les locaux d'Audencia, qui est une école supérieure de commerce et de marketing basée à Nantes, et plus spécifiquement leur magasin expérimental, donc en physique, mais également leur magasin expérimental en digital. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera en physique à Nantes le 28 après-midi. Et enfin, un autre événement en présentiel, les rencontres innovation technique et technologique en agroalimentaire, donc qui auront lieu le mardi 10 décembre toute la journée à Oniris à Nantes. Et le thème de cette année, c'est comment innover dans le pilotage des procédés en industrie agroalimentaire, donc du capteur au traitement des données. Voilà pour les derniers événements de l'année. Je vous remercie vivement à tous pour votre participation. Je renouvelle mes remerciements pour nos intervenantes. Et Catherine, je te laisse la parole si tu veux dire un petit mot.
Non, c'est bon, tu as C'est tout bon. dit. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la journée du mardi 10. On vous accueillera sur Nantin. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.